Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Ces 20 dernières années, depuis que Bouteflika est au pouvoir, le régime avait fini par banaliser des situations parmi les plus ubuesques qui soient. Petit à petit, dans les logiques les plus élaborées de l'imprégnation, il avait réussi à nous faire admettre comme normales des décisions que nul n'aurait pu imaginer avant l'avènement de la dynastie bouteflikienne. Et ainsi, sans même avoir pris les précautions de nous y préparer, on avait commencé à nous asséner événement après événement, scandale après scandale, profanation après transgression, toutes les violations possibles et imaginables à la loi, à la Constitution, au discours ambiant et même aux professions de foi du régime lui-même. En une vingtaine d'années, il s'est passé tellement d'événements, tellement de scandales, tellement de retournements de situation que la société n'arrivait plus à suivre, encore moins à comprendre. Et il ne faut pas douter que tout cela a été savamment orchestré. Ainsi, pour les scandales financiers, par exemple, l'opinion publique en a été tellement gavée que les gens ne lisaient plus les articles de presse qui les rapportaient, se contentant seulement de survoler le titre et au mieux le chapeau. À l'instar des impôts, le régime avait compris que trop de scandales finissent par tuer l'intérêt pour le scandale. Et il en fut ainsi. Cela avait commencé avec l'affaire Khalifa, qui avait beaucoup choqué, parce que de très nombreux barons du régime, y compris dans la famille du président, y étaient impliqués. Mais très vite, comme si on avait voulu la noyer dans une infinité d'autres scandales, d'autres affaires allaient venir se bousculer à la une des journaux. BRC, Algérie Télécom, affaire BNA, Sonatrach 1, Sonatrach 2, affaire Chekib Khalil et Bjaoui, affaire Ould Qaddour, affaire autoroute Est-Ouest, affaire Panama et j'en oublie, et beaucoup d'autres, des dizaines d'autres grosses, très grosses affaires, dont certaines ne sont même pas venues à la connaissance de l'opinion publique. Dans ce pays où la justice est pourrie jusqu'à la moelle, où elle fonctionne à l'injonction pour instrumenter ce qu'on lui demande d'instrumenter et d'étouffer ce qu'on lui demande d'étouffer. Mais il n'y a pas que les scandales financiers qui distinguèrent le règne de la Bouteflikatie. D'autres grandes manœuvres achevèrent de changer en profondeur la nature même du régime, de ses tenants, de ses barons, de ses équilibres. La grosse corruption fut instituée en règle de gouvernance. Des centaines de postes de généraux-majors et de milliers de postes d'officiers supérieurs furent créés pour noyer dans la masse la clique des quelques généraux qui contrôlaient le pouvoir. Des sommes faramineuses, cachées sous le secret d'État, furent injectées dans le budget de l'armée et aussi dans les comptes bancaires de certains pour les réduire à l'obéissance aveugle. Le tout puissant DRS fut démantelé de façon que personne n'aurait seulement imaginé, et avec l'assistance de puissances étrangères qui s'y impliquèrent très fortement sans que cela ne choque personne. Une caste de nouveaux riches fut admise au cénacle des grands initiés. Une nouvelle caste de parvenus choisis pour leur ignorance crasse de la chose publique, de la vie publique,
de la vie politique, de l'éthique minima. Une caste sortie toute casquée des caisses noires de la fratrie et des méthodes très claniques de gestion de faramineuses lignes de crédit. Des centaines de nouveaux millionnaires, donc, émergèrent, des millionnaires en dollars et d'autres milliardaires en dollars. Ils proliférèrent. À l'ombre du jeune Saïd Bouteflika, le véritable maître des lieux, qui régnait sur la Bouteflikassie quasiment sans partage depuis 2005, d'abord très précautionneusement, puis à la hussarde depuis l'été 2012 à la suite de l'AVC du président en titre qui allait l'invalider totalement. Saïd allait prendre le contrôle du bateau fantôme de façon totale en recourant au principal nerf de la guerre, celui de la grande corruption. Il acheta en bon argent la plupart des décideurs militaires. Quand je dis la plupart, je reste gentil. Et des partenaires occidentaux. Et il renforça son arsenal médiatique composé de dizaines de journaux vassaux et de chaînes de télé dont la principale mission était de faire croire que le président en titre était réellement aux commandes du pays. Ce fut là leur principale mission. Il put ainsi, M. Saïd Bouteflika, prodige qui rentrera dans l'histoire de la politique, faire rempiler son frère un 4e mandat alors que celui-ci était dans une totale incapacité d'assumer ses charges. Une totale incapacité qui allait être occultée par tous les médias, par presque tous les partis politiques, y compris ceux qui se revendiquaient de l'opposition, par presque tous les pseudo-intellectuels, pseudo-observateurs qui faisaient assaut de zèle en répétant à qui mieux que le président avait dit ceci, qu'il avait décidé cela, qu'il avait remanié le gouvernement, qu'il avait envoyé telle lettre, qu'il avait reçu tel chef d'État. Or, maintenant, quelque chose vient de se passer. Tellement inexpliqué, encore inexplicable, qu'elle ne permet pas encore de lecture appropriée. Le maître des lieux, le capo di tutti capi, le seul et véritable grand boss du régime, le chef d'orchestre, j'ai nommé Saïd Bouteflika pour ne pas le nommer, est entré dans une nouvelle logique dont on ne sait pas encore très bien si elle procède d'une vaste recomposition des équilibres en vue de la préparation d'une succession annoncée du président théorique ou si elle n'est dictée que par de l'hystérie pure et simple. Saïd est ainsi entré dans une logique d'éradication de ses propres forces, celles qui étayaient son pouvoir et aussi celles qui en étaient les satellites. Certains, parmi ses alliés les plus inconditionnels, ont été évacués de façon plus qu'humiliante, au point où cela suggère justement cette hystérie que j'évoque. Saïdani a été remplacé par Ould Abbas, Sellal par Tebboune, Bouchouar, proche parmi les proches, a été jeté en pâture à la foule, Green accusé ouvertement et publiquement de choses et d'autres, d'autres commis pourtant très zélés comme l'ex-ministre de la Communication, Green, ont été jetés quasiment à la poubelle, sans aucune explication. Anis Rahmani, le plus fidèle nervi médiatique de la Bouteflikassie, a été désavoué d'une façon qui a stupéfait l'opinion publique, qui ne s'y attendait vraiment pas. Ouyahia vient d'être cloué au pilori du racisme par Hamel, le puissant DGSN. Le ministre de la Justice a révélé et déclaré publiquement que 5750 hauts responsables allaient être accusés de corruption et de malversation. Ali Haddad, l'homme d'affaires et probablement le prête-nom favori, a été publiquement humilié par le nouveau Premier ministre, dont tout le monde sait qu'il n'aurait jamais pu s'en prendre à lui s'il n'en avait reçu l'injonction. Sidi Saïd, le super nervi de la Bouteflikassie et qui est à la tête de la très soumise UJTA, est dans la ligne de mire. Des cadeaux de très grande valeur, en l'occurrence des centaines d'hectares
de terres agricoles parmi les meilleures du pays, offerts à des dizaines de proches du clan par l'ex-premier ministre, M. Sellel, ont été suspendus en attendant d'être annulés. Et autant d'autres mesures qu'on ne comprend pas. Et plus qu'une recomposition, c'est réellement, à ce qui semble, une purge de grande envergure. Une purge dont on ne comprend ni la portée, ni les justifications, puisque toutes les personnes concernées étaient des fidèles zélés du clan qui tient la Combuse. C'est en tout cas le signe que les conflits qui agitaient les profondeurs du régime sont en train de remonter à la surface et qu'elles menacent de toucher un très grand nombre de petits et grands commis. Commis pour rester poli. Aujourd'hui. TSA. Réfugiés africains, Hamel contredit Ouihia par Sonia Lies. TSA. Terre agricole, Tebboune confirme l'annulation des décisions prises par Sellel par Sonia Lies. Al-Watan. Haddad et Sidi Saïd indésirables par Nadir Idir. Pour parler de tout ça, aujourd'hui avec nous, Borhan Messir, ex-fonctionnaire international à la retraite, Soufiane Gilali, président de Gil Jadid, Faisal Mattawi, journaliste. Nous aurions voulu que Soufiane Gilali soit avec nous en Skype, or on nous dit que le Skype a été coupé en Algérie, encore une fois, à cause du bac, un bac qui connaît pourtant une très grave défection des candidats. Borhan Messir, merci d'être avec nous. Oui, bonsoir M. Benchinouf, bonsoir à vos invités et à tous les téléspectateurs d'El Mararibia. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Merci. Alors, Borhan Messir, vous avouerez avec moi que ce n'est pas anodin ce qui est en train de se passer. C'est cette véritable purge des plus proches, du premier cercle, du précaré. Il se passe quoi, Borhan Messir? Écoutez, là, vous l'avez si bien dit dans votre introduction, tout est flou, tout n'est pas clair. Maintenant, si j'essaie par exemple de m'en tenir uniquement à ce qu'a fait actuellement M. Tebboune en tant que Premier ministre. Déjà, par rapport au comportement vis-à-vis de Haddad, quand il y a eu l'incident, ou bien l'incident, disons, protocolaire qui a eu lieu au niveau de la fameuse école supérieure des assurances sociales. Il y a une chose sur la forme en elle-même. Tebboune, alors disons le régime d'une manière générale, alors qu'il a toujours nié le fait, ce régime-là reconnaît qu'il y avait une immixtion de l'argent des affaires dans la politique. Déjà, c'est une première étape. Deuxième étape, maintenant, est-ce que M. Tebboune, par exemple, en faisant ce qu'il a fait par rapport déjà à cette action protocolaire et par rapport à la publicité, par rapport à l'action médiatique concernant la mise en demeure, est-ce qu'il a agi seul ou alors est-ce que, comme vous l'avez si bien dit, il a agi selon des instructions derrière? Maintenant, s'il a agi seul en tant que Premier ministre, disons, un mois et 20 jours après sa nomination en tant que Premier ministre, c'est une faute politique. Parce que là, je viens d'avoir l'information il y a quelques minutes, il y a les fameux signataires là, du Pacte national économique qui se sont réunis et qui carrément ont rejeté carrément l'action qui a été faite à l'encontre de Haddad et qu'ils ont condamné et qu'ils regrettent, mais bien sûr qu'ils laissent toujours une porte ouverte en disant que nous sommes prêts pour négocier à rester en contact avec le gouvernement. Maintenant, moi, c'est la question que je me pose par rapport à tous ces chamboulements, parce qu'en fin de compte, ce n'est qu'une péripétie, ce sont les vacances d'été, c'est une péripétie qu'on va vite oublier à l'entrée, parce qu'à l'entrée en septembre, la rentrée sociale, il va y avoir d'autres péripéties. Moi, la question que je me pose, qu'est-ce qui fait que de l'ère Tebboune, qu'est-ce qui a changé durant l'ère Tebboune, qui fait qu'elle soit différente, comme vous l'avez dit, de l'ère Sellel, de l'ère Ouihia et même de l'ère Belkhadem. Disons que depuis maintenant plus de 17 années d'impunité, de corruption et de laisser aller vraiment qu'on ne peut même pas effacer comme ça avec un simple
renvoi protocolaire, pardon, ou par juste l'envoi d'une mise en demeure concernant l'abandon d'un chantier quelque part en Algérie. Qu'est-ce qui a fait que ça change? Est-ce que des choses très très sérieuses se sont déroulées au niveau de certains salons de ce régime, ou alors ce n'est qu'une péripétie, ce n'est qu'une étape, et on essaye de calmer la foule d'ici la rentrée du mois de septembre. En septembre, on verra autre chose, d'ici l'année 2019. Mais peut-être qu'après tout, M. Tebboune ne traîne pas de casserole lui-même, qu'il est le chevalier Bayard, sans peur et sans reproche, qu'il décide vraiment, que c'est lui qui décide, que c'est lui qui veut zapper, liquider les genres Ali Haddad. Est-ce que c'est vraisemblable tout ça? Il est clair que quand on veut passer plus blanc que le blanc, on doit être blanc également. Et là, je vous dis, il y a une réaction des gens de ce pacte national économique et social. Il y a eu une réaction très vive et très rapide. Et là, c'est pas venu comme ça. En plus, ils se sont réunis au niveau d'un hôtel de la capitale. Donc, la réaction n'a pas tardé, ne s'est pas fait attendre. Il y a eu une réaction, entre guillemets, plus ou moins sévère. Parce que certains, peut-être, Brahim Messir, parce que peut-être certains acteurs de ce pacte national qu'on est en train de solliciter sont en train de se dire ils veulent faire passer des mesures impopulaires et ils veulent essuyer le couteau sur nous pour nous imputer ce qui aura été décidé avant qu'on nous convoque. Non mais attention, ce pacte-là, ce sont les amis de Haddad. C'est les JTA, le FCE, le fameux CNPA, la CIPA, ce sont les gens qui sont déjà alliés à Haddad. Donc ils se sont portés solidaires avec Haddad par rapport à ce qui s'est passé ce samedi. L'action protocolaire, ce n'est pas par rapport à ce que va décider. Moi je ne parle pas du dialogue politique que veut lancer le Premier ministre. Je parle des gens qui sont avec Haddad, avec le FCE. Mais vous pensez, Brahim Messir, qu'ils ont les moyens d'affronter les vrais décideurs qui se cachent derrière le dédain, le mépris de Tebboune pour Haddad? Aucune des deux parties n'a les moyens d'affronter l'un et l'autre. Tout ça, ce n'est qu'une combinaison, ce n'est qu'un scénario parmi des scénarios. Il y aura d'autres scénarios durant le mois à partir du mois de septembre. L'essentiel, il faut gérer le temps. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien. Il faut gérer le temps avec la main. On s'attaque à Haddad parce que Haddad, c'est qu'après d'autres personnes, c'est la personne la plus impopulaire au niveau du pays. Quand vous parlez de Haddad, c'est comme si vous parlez de tout l'argent sale du monde. Donc on met plus ou moins en évidence une personne parce que Haddad qui se réunit avec les autres membres du pacte au niveau d'un hôtel UP quand même de la capitale, on sent qu'il y a une réaction de l'autre côté. Et des deux côtés, personne. Maintenant, il faut gérer le temps, il faut faire sortir des scénarios comme ça, et on laisse venir les choses. Mais Brahim Messir, pour parler clairement, et j'aimerais une réponse qui soit vraiment directe et claire. Est-ce que les gens qui sont en train de manifester leur humeur, parce qu'ils ont peur peut-être que la roue ne tourne contre eux à un certain moment, les amis de Haddad, est-ce que d'abord, ils vont pouvoir rester solidaires avec leurs amis? Et ensuite, est-ce que Sidi Saïd, qui est théoriquement l'adversaire du puissant patron du patronat, puisque Sidi Saïd est censé être le patron du plus puissant syndicat des travailleurs, est-ce que ce mariage du lièvre et de la carpe va pouvoir perdurer? Mais tout est géré par des intérêts. Ils peuvent être adversaires, d'accord, on est tout à fait d'accord, mais il y a des intérêts qui les lient. Sidi Saïd n'est pas sorti comme ça, il est sorti en solidarité avec Haddad lors de le samedi passé. Eux, ils ne sont pas amis, ils ne sont pas adversaires, ils ont des intérêts au milieu. Une fois que ces intérêts sont touchés, c'est là où les concurrences ou bien les unanimités vont s'afficher. Mais qu'est-ce qu'il va faire maintenant que ça va changer? Je vous dis, qu'est-ce qui a changé depuis 17 ans pour qu'il y ait ce chamboulement-là? Restez avec nous, Brahim Messir. Nous allons poser la question à Sofiane Gilali. Sofiane Gilali, d'abord, sur ce point précis de l'alliance très contre nature, j'allais dire, mais en fait, c'est un secret de polichinelle, entre Sidi Saïd et Ali Haddad. Je rappelle que Ali Haddad, qui était en salle, il attendait l'arrivée du Premier ministre. Les gens du protocole sont venus lui dire d'évacuer les lieux, de vider la salle parce que M. Tebboune, le Premier ministre, ne voulait pas le voir. Et Sidi Saïd, le secrétaire général du JTA, est sorti avec lui en solidarité
dit-on, avec le patron des patrons. Qu'est-ce que vous pensez de cette péripétie, d'abord? Oui, bonsoir. D'abord, sur les faits, il y a eu plusieurs témoins, des députés, d'autres personnes qui étaient présentes et qui ont fait des déclarations publiques. J'en ai lu plusieurs. Tout le monde est d'accord sur le fait que le protocole s'était d'abord adressé à Sidi Saïd et à la délégation du GTA pour qu'ils sortent, et qu'ensuite, en deuxième ordre, est venue la demande pour... Ah, d'accord, vous nous apprenez quelque chose de très important. Ça veut dire qu'on aurait demandé à Sidi Saïd aussi, et avant même Ali Haddad d'évacuer les lieux. Absolument, selon le témoignage de présents et qui ont été rendus publics sur un certain nombre de sites habituellement cités dans les interventions. Donc, il semblerait que le Premier ministre ait ciblé autant Sidi Saïd que Ali Haddad. Et en réalité, ils font copain-copain et ce n'est pas contre nature. Vous savez, le pacte national qui vient de rendre public un communiqué pour pleurnicher par rapport à ce qu'aurait fait le Premier ministre et demander le dialogue, c'est le pacte de la Camorra. C'est pas un pacte national. Il ne touche en rien les Algériens, ni les ouvriers, ni que l'UGTA, le FCE, tout cela, c'est la même sauce, la même. Donc il n'y a pas à s'étonner. C'est le clan des prédateurs. Ils sont prédateurs à tous les niveaux, au nom des travailleurs ou au nom des patrons, mais ce sont fondamentalement des prédateurs. Pourtant, le GTA est, qu'on le veuille ou non, le plus grand syndicat du pays. C'était, il faut le conjuguer à l'imparfait. Je pense qu'à partir du décès de Ben Hamouda, le changement de conjoncture, et puis surtout depuis 99, depuis l'arrivée du nouveau régime et avec la manne pétrolière, l'UGTA s'est transformé complètement en appareil pour distribuer la rente à certains proches du régime. Sidi Saïd n'a été que ça, il n'a fait que tapisser le terrain pour qu'il n'y ait aucune contestation sociale. Mais tout le monde sait comment les mutuelles sont gérées, comment l'argent des affaires sociales est géré, comment depuis l'affaire Khalifa au moins, ou la célèbre phrase de Sidi Saïd, qui avait reconnu être responsable, y compris de falsification d'écriture et donc de perte de centaines de milliards de la sécurité sociale, mais jamais personne ne lui a demandé des comptes, alors qu'il avait déclaré devant le juge en tant que témoin qu'il avait falsifié les documents du conseil d'administration. Il a falsifié le PV, il a avoué avoir falsifié le PV du conseil d'administration pour placer l'argent des mutuelles des travailleurs dans la banque Khalifa. Absolument, cet argent qui a été perdu, et donc c'est l'argent des Algériens, des travailleurs. Certains parlent de 2 ou 3 milliards de dollars, hein, ce n'est pas rien. Hein. À plusieurs centaines de milliards en dinars. Donc ça vous dit une idée sur l'homme. En quoi serait-il un allié contre nature? Il est de la même nature. Ce n'est pas un patronat et un syndicat de travailleurs qui sont face à face ou au coude à coude. Ce sont deux chefs d'entreprise mafieuses qui ont détourné les moyens de l'Algérie et qui sont en connivence en faisant croire aux Algériens qu'ils défendaient les intérêts des uns ou des autres. Alors, Sofiane Djilali, expliquez-nous un peu, ou dites-nous votre avis sur ce branle-bas de combat, sur ce grand ménage que le régime est en train de faire, en commençant par ses propres nervis, par son propre précaré. Je veux juste rappeler le chiffre de M. Louh, ministre de la Justice, qui annonce que 5700 hauts fonctionnaires et hauts cadres et hauts gestionnaires auraient commis des malversations d'importance au cours de ces 4 dernières années et qui sont tous sous le coup de la loi, qui vont être poursuivis. Que ça, hein, sans parler des autres qui sont en train d'être liquidés les uns après les autres. Oui, absolument. En tant que parti politique, nous observons et essayons d'analyser la situation au jour le jour. Depuis l'arrivée de M. Tebboune, dans les conditions que tout le monde sait, c'est-à-dire
pratiquement par effet de surprise. Depuis ce temps-là, il y a une succession d'événements qui touchent les hommes, les décisions, les finances, etc. Nous ne sommes pas dans une phase de construction d'une économie, d'une nouvelle stratégie, de la construction de l'état de droit, mais nous sommes dans une phase, au contraire, de déconstruction de ce qu'avait fait le prédécesseur. Et je sais qu'un certain nombre d'analystes ou de journalistes, et même de politiques, pensent qu'il s'agit là probablement d'un jeu de comédie pour essayer de renouveler l'image du régime. Je pense que c'est plus profond et plus sérieux que cela, parce que nous voyons maintenant que des intérêts très particuliers sont touchés de façon concrète. On parlait de Sidi Saïd et surtout de Ali Haddad, mais on peut parler aussi des importateurs ou des faux constructeurs d'automobiles, mais qui sont en fait des importateurs qui ne payent ni TVA, ni taxes à l'État, ni impôts. Ce sont donc des détournements francs et massifs de l'argent de l'État. On a vu aussi la distribution des terres qui viennent d'être gelées. Donc un certain nombre de bénéficiaires du régime de M. Bouteflika sont aujourd'hui, entre guillemets, punis. Donc il y a un effet réel. Maintenant, pourquoi y a-t-il cette action de M. Tebboune? Et est-ce que M. Tebboune a ce pouvoir parce qu'il le porterait lui-même ou il le détiendrait d'ailleurs? Pour qu'il le porte lui-même, il lui aurait fallu un parti politique puissant, un appui populaire, des élus. Ce n'est pas le cas. M. Tebboune était un ministre banal parmi les autres ministres. Et puis du jour au lendemain, il apparaît comme ça avec un programme et une feuille de route extrêmement sévère, extrêmement rapide d'exécution. Lorsqu'on voit le nombre de directeurs centraux des différents ministères qui ont été liquidés, le nombre de décisions qui ont été prises. Donc la réponse est que M. Tebboune n'est pas fort par lui-même, mais il est fort par une autre source. Alors cette source peut être, et ça nous rentrons dans la spéculation, peut être l'entourage du président de la République. Mais alors pourquoi liquiderait-il les proches du cercle présidentiel? Là, on peut faire référence à ce qui s'est passé le 4 mai. Le 4 mai, les Algériens, de façon massive, ont boycotté les élections législatives et ça a été un signal extrêmement grave pour le gouvernement. Le pouvoir sait qu'il n'a plus les moyens d'acheter la paix sociale, il sait qu'il n'a plus les avantages à offrir aux étrangers, en particulier à la France, pour que celle-ci maintienne en place le régime de M. Bouteflika. Le régime sait qu'à tout moment, tout peut s'effondrer sur lui. Et donc je pense, comme toujours, dans ce jeu de dupes, les plus forts vont tirer leur épingle du jeu. M. Bouteflika veut rentrer dans l'histoire ou sortir en tout cas de l'Algérie et tout son entourage. Quand je dis M. Bouteflika, pas lui-même étant déjà hors jeu, étant hors contexte, mais les plus proches veulent probablement couper les amarres avec toute la faune autour d'eux qui s'est faite des fortunes. D'où on voit le retour de flamme sur les plus proches. On l'a vu dans le milieu sportif avec Rawrawa, ou avec Roul, ou on l'a vu dans le milieu médiatique avec le An-Nahar sur la sellette, probablement l'ex-ministre de la Culture, de l'information, pardon, Hamid Green. On le voit aussi sur certains partis politiques, Ammar Roul, Ammar Ben Younes, Ammar Saadani. J'avais dit une fois que lorsque l'axe central du chapiteau va être déstabilisé, c'est tout le cirque Ammar qui va s'en aller. Or, les Ammar sont tous partis maintenant, et ça rentre dans un scénario bien huilé. Comment liquider le régime de Bouteflika sans liquider Bouteflika? Donc on rentre dans l'ère l'après Bouteflika, en présence de M. Bouteflika. Voilà le vrai enjeu qui est en train de se dérouler. Restez avec nous, Soufiane Djilali. Nous n'arrivons pas à joindre Faisal Mattawi, malheureusement. Nous revenons à Borhan Messir. Borhan Messir, Soufiane Djilali vient de nous donner sa version, son explication de ce qui se passe, qui est très intéressante. Et il insiste particulièrement sur le 4 mai, sur ce fameux boycott des élections jamais observé depuis l'indépendance du pays, où la formation de M. Soufiane Djilali a joué un rôle important,
puisqu'il est son parti a été l'une des rares forces qui ont appelé au boycott du justement. Alors, il nous explique donc cette réaction de la Bouteflika-si par le souci de faire face à ce qui semble être un désaveu massif, non pas d'autres forces politiques, mais du peuple algérien lui-même. Et donc un régime qui se préparerait à partir et qui commencerait, si j'ai bien compris, par d'abord éliminer ceux des siens qui sont les plus compromettants. Burhan Messir, ce qui semble vouloir passer pour de la moralisation de la vie publique, à la limite, si on essaye de comprendre un peu et d'accepter cette thèse de Soufiane Gilali, pourquoi ce régime, cette Bouteflika-si, qui est déjà très fragilisée et qui est à la veille d'une succession annoncée, une Bouteflika-si qui ne cache pas son besoin, plus que son désir, de garder la main. Pourquoi commencerait-elle par liquider ses plus fidèles soutiens, ses plus fidèles alliés, à se couper des forces qui l'entourent et en plus à menacer celles qui vont se sentir concernées aussi? Est-ce que ça ne vous semble pas complètement contre-productif? Tout à fait, tout à fait. Tout le flou est là. Et là, je rejoins M. Djilali dans son approche. Effectivement, ce qui s'est passé le 4 mai est une véritable gifle. Ça a bien ébranlé ce régime. Donc il y a eu une leçon qui a été donnée, indépendamment des chiffres qui ont été avancés, mais le 4 mai était un tournant dans la vie politique. Maintenant, en tant que régime en place depuis des années, comment fallait-il réagir à cette action? C'est vrai qu'il y a eu un premier changement de Sellal avec ce qui s'est passé, lui qui a commencé déjà à discuter, du moins à s'entretenir avec certains membres du gouvernement pour la relance du gouvernement. Puis, il y a eu l'option de Tebboune. Tebboune est venu, il a insisté sur certains points. Mais maintenant, je réponds à votre question. Il fallait trouver une solution. Maintenant, il n'y a pas mille manières pour trouver des solutions à des situations pareilles. Soit on essaie d'être un fin analyste, rester sur la table, bien traiter le dossier en disant que nous devons atteindre tel objectif en passant par telle et telle étape qui sont des étapes scientifiques. Et là, on arrive à régler le problème et à répondre aux vœux de la population qui a écouté le 4 mai. Ou bien, on entreprend des actions comme celle-ci, à l'emporte-pièce, on essaie de faire cela, peut-être que ça va plaire, peut-être que ça va faire plaire à ceci, en faisant toujours semblant de s'attaquer, soi-disant, à certains barons du régime. Si c'est le cas, si c'est vraiment le cas, dans le sens où on va se dire que ce qui s'est passé maintenant avec Haddad, c'est peut-être les derniers soubresauts de la bête immonde, comme on dit. Mais ce n'est pas le cas. On essaye de trouver des solutions, on tente le joker, l'option Haddad, si ça ne tient pas, d'ici quelque temps, on va tenter une autre solution. Mais ce qui est sûr, le 4 mai a fait très très mal. Et tout à l'heure, quand vous avez commencé l'introduction, vous avez parlé de certaines décisions qui ont été prises par l'ancienne équipe de Sellal. Par exemple, la fameuse résolution concernant les terres agricoles par rapport aux exploitations privées, du moins au partenariat privé-public par rapport à l'exploitation de certaines fermes, dans l'élevage et dans l'agriculture également. Vous savez que la résolution du Conseil de participation a été signée le 3 mai, c'est-à-dire la veille des élections, la veille du 4 mai. Quand on signe des décisions la veille d'une échéance aussi importante, donc on s'attendait à des choses et fatalement, ça ne pouvait déboucher que sur soit l'annulation de cette résolution ou bien de sa mise au placard en attente de devoirs clairs. Mais qu'on aille plus loin, le 4 mai était une date très très décisive et les gens au pouvoir l'ont très bien compris. Burhan Messir, il y a quelques mois, ce régime a essayé de phagocyter M. Rabrab. M. Rabrab, l'homme le plus riche d'Algérie. Nous avons traité de l'affaire à plusieurs reprises. Mais M. Rabrab s'est avéré très indigeste. Ils n'ont pas pu donc le digérer et ils ont dû se résoudre à le laisser tranquille. Il s'était défendu d'une certaine manière. Et il se défendait tout en montrant bien qu'il n'avait pas mis toutes ses forces dans la balance pour laisser la chance au régime de faire marche arrière. Et c'est ce qui s'est passé. Est-ce que Ali Haddad ne va pas être tenté d'adopter la même stratégie? Ali Haddad qui est presque aussi riche que Rabrab, mais qui en plus
est dans le secret des dieux, puisqu'il est très probablement le prête-nom de plusieurs barons du régime, y compris dans la fratrie même des Bouteflika, et qu'il connaît beaucoup de secrets très compromettants sur le régime. Est-ce qu'il ne va pas résister plutôt que de se faire bouter dehors comme ça, sans réagir? Absolument. Là, c'est une très très bonne question. Et vous faites bien de ressortir le cas de Rabalab. Monsieur Rabalab, et tout le monde le savait, n'était pas en odeur de sainteté avec beaucoup de très hautes personnalités de ce pouvoir. Et pourtant, qu'on le veuille ou pas, M. Rabalab se porte très bien jusqu'à présent, indépendamment de certains problèmes, il se porte bien. Lui qui n'était pas en odeur de sainteté avec ce régime-là. Alors que dire du cas de M. Haddad, qui, comme vous le dites très bien, est dans les secrets des dieux, il a toutes les ficelles entre les mains, il est clair qu'il a pu acheter ceci, il a pu acheter cela, donc il a tous les secrets par rapport à des situations X ou Y. Donc, comment voulez-vous qu'on s'attaque à quelqu'un, non seulement qui nous avait mangé, avec qui on a mangé, avec qui on a prêté, avec qui on a fait ceci et cela, sans qu'il n'y ait de conséquences. Pour faire cette action, je vous ai dit, soit quelqu'un qui l'a fait à titre personnel, et là, c'est une faute très très grave, parce que comme l'a dit M. Djilali également, quand on n'a pas des appuis d'humain, ne serait-ce qu'un parti politique, ne serait-ce des gens qui sont derrière et qui sont solides, et on s'attaque comme ça à des situations pareilles, ça veut dire qu'on est out, soit on obéit à certaines injonctions, et là, il faut laisser le temps au temps pour savoir quels sont ces clans-là qui sont en train de s'affronter entre eux. Et vous ne pensez pas qu'il est possible qu'il y ait une fronde de ces capitaines d'industrie, comme on les appelle, capitaines d'industrie, des gens qui ont été qui ont largement profité de la manne de leurs propres amis, qui leur ont ouvert des lignes de crédit faramineuses, qui en ont fait des millionnaires en dollars et qui aujourd'hui ont peur de subir le sort de Ali Haddad. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il pourrait y avoir une coalition, une fronde contre le régime qui les a fait? Écoutez, pourquoi voulez-vous qu'il y ait une fronde alors que chacun se tient par la barbichette? Et chacun a des intérêts qu'il partage avec l'autre. Et en plus, ce n'est que du chahut médiatique. Jusqu'à présent, nous n'avons rien vu de concret. C'est bien que d'avoir des intentions. Mais chacun se tient par la barbichette. Donc vous avez des intérêts avec moi, moi j'ai des intérêts. S'il faut faire un petit chahut, on va faire un petit peu de trucs de jour, on va vendre des journaux, on va faire ceci. Mais la réalité du terrain, personne ne va se soulever contre l'autre. Au contraire, chacun a besoin de l'autre et ça va continuer comme ça. Et je vous dis que dans quelques temps, il va y avoir une autre péripétie, une autre série, un autre feuilleton qui va déboucher sur autre chose. Restez avec nous, Burhan Messir. Je reviens à Sofiane Djilali. Sofiane Djilali, d'abord un commentaire peut-être sur ce que nous dit Burhan Messir. Non, je pense qu'il décortique correctement la situation. Je pense qu'au final, M. Haddad n'est qu'une farce et même ce qu'il pourra faire ou tenter de réagir ne pèsera absolument pas. Le destin du régime est beaucoup plus lourd. On a vu M. Sellel, par exemple, comment il a été remercié et il n'a pas dit un seul mot, il n'a pas le début d'une syllabe. Ils se cacheront très vite. À l'évidence, même s'ils devaient avoir quelques secrets, ils savent très bien que le régime est beaucoup trop lourd pour pouvoir l'affronter ou se mettre en situation délicate. Ils ont beaucoup trop de choses à perdre et ils ont beaucoup trop de choses à se reprocher, déjà eux-mêmes, pour pouvoir affronter un régime pareil. Alors, sur cette opération ou ces opérations qui semblent vouloir se présenter comme étant des actions de moralisation de la vie publique, nettoyer les écuries d'Ogia, est-ce qu'il n'y aurait pas, à votre avis, une possibilité de force extranationale derrière, de partenaires qui auraient exigé qu'on fasse un peu le ménage? Non, sérieusement, je ne pense pas parce que maintenant on peut supputer sur les raisons et le comment des choses, pourquoi M. Tebboune agit de telle façon. Mais au final, il faut quand même dire que c'est positif. Liquider la gangrène, on ne peut pas dire que c'est simplement de la comédie. Si il va jusqu'au bout de ce qu'il prétend, on ne pourra pas être contre, c'est évident. Et donc ça me semble difficile que des forces extérieures qui n'aient aucun intérêt à ce que l'Algérie rentre dans un cycle vertueux
puisse intervenir pour l'aider. Au contraire, je pense que c'est le cas de l'actuel ou de l'ex-gouvernement avec les éléments que nous voyons qui sont en relation avec l'étranger et qui défendent l'intérêt des étrangers. Mais vous le prenez au sérieux, Tebboune, par exemple, quand il dit renforcement de l'état de droit et que juste après son discours, un avocat a été enlevé, quasiment enlevé, en plein jour par des gens qui ne portaient même pas l'uniforme de la police, ou alors notre scandale qui a très peu été mis à la connaissance des Algériens, celui de l'enlèvement d'une nuit d'un jeune homme de Blida, blogueur, parce qu'il a osé dénoncer des scandales. Il a été enlevé de chez lui en pleine nuit par des gens non identifiés, mais dont tout le monde sait qu'ils appartiennent au service de sécurité et qui n'a pas reparu jusqu'à maintenant. Comment peut-on prendre au sérieux un tel personnage ? Non, il ne faut pas être naïf et mettre les choses à leur place. Je l'ai dit tout à l'heure, M. Tebboune n'a aucune force politique sérieuse qu'il maîtrise, lui, pour pouvoir se prévaloir d'une moralisation et d'un changement de fond. M. Tebboune, bien sûr, au-delà du discours un peu démagogique, du discours où on fait plein de promesses, où on va dire qu'on moralise tout, mais il est là dans l'application d'une feuille de route, et cette feuille de route dit que les figures les plus compromises doivent être écartées. Maintenant, est-ce que ça signifie qu'il veuille construire l'état de droit? C'est aller trop vite en besogne. Il ne s'agit pas de... C'est sa propre déclaration dans les premiers points de son plan d'action, comme il l'appelle lui. Oui, M. Tebboune a déclaré aussi à plusieurs reprises qu'il allait distribuer les logements quand il était ministre de l'Habitat, qu'il allait les distribuer avant Ramadan 2016, puis juste à l'Aïd 2016, après la fin. Non, il y a des déclarations politiciennes. Maintenant, l'homme en tant que tel, à l'évidence, il est autrement plus sérieux qu'un Sellel, par exemple. Mais il faut comprendre qu'il a ses propres limites et qu'il est là dans une opération qui le dépasse. Il reçoit aussi des instructions. Peut-être que ça lui plaît de faire ce rôle. Et il reste que ce rôle dans ce qu'il fait est positif pour tous, parce que l'opposition, nous, à Jil Jadid, ont réclamé justement la fin de ces privilèges exorbitants que récupéraient ces hommes, ces pseudo-hommes d'affaires qui en fait ne font que des affaires sur le dos du peuple. Ils ne savent ni investir, ni construire quoi que ce soit, ni produire, ni rien. Ce sont des prédateurs. Donc qu'ils soient liquidés pour de bonnes ou de mauvaises raisons, l'essentiel c'est qu'ils soient liquidés. Et ça, on ne va pas être contre. Vous pouvez en être sûr. Restez avec nous, M. Jilali. Je reçois Saïd Aknin, notre ami et confrère qui est avec nous. Saïd, merci d'être avec nous. Merci Jamaldine, bonsoir aux téléspectateurs et bonsoir aux invités. Merci pour l'invitation. Merci. Saïd Aknin, alors, question très simple. Qu'est-ce qui se passe au niveau du régime où ça ressemble beaucoup à une purge des plus proches, mais aussi à une confrontation entre des gens qui sont dans le précaré, par exemple Sidi Saïd et Ali Haddad contre Tebboune, un DGSN, le directeur général de la Sûreté nationale, un homme très puissant, très proche de la Bouteflika qui désavoue publiquement, officiellement, ouvertement M. Ouyahia au sujet des migrants subsahariens et autres accrochages qu'on n'arrive pas à expliquer. Votre avis sur la question? Il est vrai que c'est une question en apparence simple, mais qui recèle et qui demande beaucoup de profondeur. Pourquoi? Parce que s'atteler simplement à ce qu'on voit de l'extérieur, c'est-à-dire la partie visible de l'iceberg, c'est d'être frappé de cécité politique. Nous avons d'une analyse empirique. L'expérience nous a appris qu'à chaque fois qu'il y a échéance, ou sinon on est proche d'une échéance, ils jettent en pâture des fusibles et il y a une reconfiguration par le consensus des clans intérieur du système.
Nous en savons la nature du système. C'est un système opaque, dont les décisions se prennent dans l'informel. Aujourd'hui, Tebboune, tout comme tous ceux qu'on cite, ne sont que la façade civile, sinon la vitrine civile, du pouvoir militaire en Algérie. Ceux qui détiennent le pouvoir en Algérie, c'est le commandement militaire, la présidence et certains cercles de mafia. Quand vous dites la présidence, vous parlez de Abdelaziz Bouteflika? J'ai l'habitude de dire que je lui souhaite un prompt rétablissement et qu'il devrait être aujourd'hui soigné et non pas pris en otage par ceux-mêmes qui ont des bras longs et qui organisent justement la prédation des richesses nationales. Si il y a une réelle volonté de tous ces clans, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est une lutte clanique à couteau tiré, après avoir vécu sous la perfusion des luttes claniques entre ceux qui ont les mains sales, c'est-à-dire ceux qui ont participé à un certain moment à la liquidation physique de 200 000 morts et qui ont fait disparaître 20 000 êtres humains, avec ceux qui ont les mains, sinon les poches, pleines de billets tachetés du sang aussi. Pourquoi? Parce que ces billets, c'est la prédation, et par conséquent, il y a construction avouée, construction préméditée, construction caractérisée de la souffrance au niveau du pays. Maintenant, essayons d'être subjectifs un instant. Essayons de croire à ce qu'ils nous disent, comme quoi il y a des luttes et qui veulent moraliser la vie politique et qui veulent ramener l'assainissement. Sinon, le premier des prédateurs et qui a été condamné par la justice, Tebboune lui-même, dans le dossier Khalifa, Chekib, dans le dossier Sonatrach, et d'ailleurs, cette justice même qui l'avait condamné, l'avait innocenté. C'est pour dire qu'aujourd'hui, si on veut le changement, c'est pas simplement de la poudre aux yeux et ce n'est pas simplement de la fumisterie. Mais il faut y aller en profondeur. S'ils ont le courage aujourd'hui, hier je discutais avec un ami, je lui disais, vous voyez, il y a un certain nombre de scandales et ça pourrait éventuellement déboucher au-delà du symbolique parce qu'ils vont essayer de jeter en pâture un certain nombre de personnes vulgairement, c'est-à-dire dont le leadership économique a été construit vulgairement. Ils vont essayer de jeter en pâture 3 éléments, c'est-à-dire 3 éléments de 3 composantes. Un militaire, un homme politique et un homme d'affaires. Ça, c'est un signal vis-à-vis de la population. Mais pourquoi qu'ils ont essayé d'anesthésier la société à travers cette symbolique? C'est suite aux élections législatives, dont 85% ont défié le système, sont en dissidence vis-à-vis du système, et ils ont compris que cette défiance, que ce qui se creuse entre eux et le peuple peut conduire éventuellement à ce que eux ils perdent leurs intérêts et non pas, ils le font pas aujourd'hui dans l'intérêt du peuple. Et pourquoi? Parce qu'il y a une échéance qui s'approche, c'est les présidentielles. Et il s'agit de quoi qui se passe réellement aujourd'hui? C'est la reconfiguration interne du système, c'est pour le partage des richesses d'une façon informelle et aussi les postes de responsabilité. Qu'est-ce qui les empêcherait aujourd'hui de nommer un ministère contre la corruption qui va avoir des pouvoirs, mais avant ça, il faut libérer la justice parce que c'est un ministère qui va à la fois travailler avec la justice, avec l'intérieur, avec les finances, et c'est pluridisciplinaire. Ils n'auront jamais le courage. Pourquoi? Parce que ceux aujourd'hui qui sont des ventriloques du système, ceux aujourd'hui qui sont des instruments du système, eux-mêmes ont construit ce système. Eux-mêmes ont participé à la construction. Je cite Al-Hamel, je cite Yahya, je cite Tebboune, je cite pratiquement tous les ministres. Aujourd'hui, s'il y a lieu de faire quelque chose, c'est la dissolution de toutes les institutions et passer à l'élection d'une assemblée constituante. Ça, c'est un signal fort. Merci Saïd sur cette très belle proposition. Donc, nous arrivons à la fin de l'émission. Moi, j'aimerais juste dire une chose que personnellement, je n'arrive pas à comprendre. C'est cette omerta ambiante, quels que soient les règlements de compte, quelles que soient les purges, quels que soient les gens qui sont jetés comme des Kleenex dans les poubelles, personne n'a réagi de façon forte en venant nous dire oui, mais à culpa, c'est vrai, mais moi-même j'ai participé à une grosse arnaque qui consistait à faire passer un invalide, un malade, un monsieur
qui est incapable de gérer une épicerie, de le faire remplir un 4e mandat et de le prendre en otage et de régner, de diriger le pays en son nom. Personne, quel que soit ce qu'il a subi, n'a osé dénoncer la prise d'otage de l'institution présidentielle. Cette émission est maintenant terminée. Merci à Burhan Messir, merci Soufiane Jilali, merci Saïd Aknin. Dommage que nous n'ayons pu joindre Faisal Mattawi. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Qawala khair, slama.